Good afternoon, ladies and gentlemen. It's really great to see a lot of partners here in the call. And it's a great pleasure to welcome you in today's expert talk on turning agricultural waste into new business opportunities. So as a project lead of the Agribusiness Facility for Africa, ABF, I'm very delighted to see so many participants joining us from across Africa and even beyond. And in this call, we have representatives from the private sector, development organization, farmers organization, research institution, and policymakers. So welcome. And at ABF, we believe that knowledge is one of the most valuable investment we can make. While our matching grant fund provides financial support to innovative agribusiness, we know that sustainable impact goes far beyond financing. It is created when successful approaches are documented, shared, and adapted by others. That is why knowledge. Oh, I'm hearing other colleagues. Okay. And that is why knowledge exchange and impact communication are at the heart of our work. So today's discussion perfectly reflects this approach. What is often considered agricultural waste, such as cocoa pods and maize residues, can become a valuable resource for new businesses. Additional farmer income, rural development, employment, more resilient agricultural value chains. And by promoting circular business models, we are not only reducing waste, but also creating economic, social, and environmental value. This expert talk today builds on the exchange initiated during our maize value chain workshop in Kenya last year. So I'm quite happy to see a couple of our MGF partners in this call. And this expert talk demonstrates also how ABF transforms practical experiences from our partners into knowledge that benefits a much wider audience. So our ambition is not only to support innovative businesses, but also to communicate what works, inspire replication, and contribute to scaling successful solutions across Africa and also beyond Africa. We are therefore really delighted to welcome two distinguished speakers, namely Noel. We know each other already from our last workshop in Kenya, and Minnie, also welcome and thanks to you being here with us. And both of you will share your practical experience and insight on innovative business model for agricultural waste valorization. So your expertise demonstrate how innovation can unlock new opportunities for businesses while contributing to more sustainable and resilient value chains. To save time, and I would like to come to the end. Thanks for joining us today, and I wish you and us, all of us, an inspiring and engaging discussion, and look forward to the valuable insights and exchange that will emerge from today's session. So thank you and enjoy the expert talk. Back to you, Aldo. Yes, thank you so much, Lynn. Merci beaucoup, Lynn, pour ces mots d'introduction. Comme je l'ai écrit dans le chat, nous allons avoir la traduction instantanée qui va bientôt commencer. C'est
dû à un problème technique côté de nos traducteurs, mais il s'acharne pour vraiment trouver une solution sous peu. Merci en tout cas pour vraiment ces paroles d'introduction. Thank you, Lynn. Introduction, translation, instantaneous translation will be available shortly for everyone. Our translators are still searching for a technical solution. So after this, and not to repeat Lynn too much, but we are now have done the first welcome and presentation of the agenda. And we will have two great presentations. I will present our speakers more in detail shortly. And then we will have a Q&A session. The whole session will be 90 minutes. So we are very excited today. First speaker. Many of you will know her, Madame Minnie Balep. Minnie is an agronomist, engineer specialized in economy and rural sociology. She worked almost 20 years in agricultural development and agribusiness in Africa. Right now, she's responsible for organizational development of institutions by the program WECAP of GIZ, and she works with public actors in capacity building and also in capacity building for civil society into sustainable transition. For 10 years, she worked with us, with SSID, FPS Facility and Agribusiness Facility of Africa, and she really has developed a big expertise in cacao value chain, in value addition of cacao products and cacao waste, as we call them, and in entrepreneurial approach. She has experience in West Africa, Central Africa, North Africa, and transversal expertise to integrate gender, digitalization, and organizational development. So we are super happy to have you with us, Minnie. I think you can now open your microphone and your camera. I would say that we are now, will be ready. I just need to share with everyone the new link for the translation. If that, because now we have the translation running. So I will share the link. In the beginning, you can already start opening your microphone, and we will be able now to really start shortly. Yeah. Thank you. Minnie, are you able to open your microphone? I'm not sure if you are muted. We cannot hear you. Bonjour Lou, oui, c'est parfait. vrai. Disons que c'est Noël et moi on est au même endroit, c'est super. Donc, du coup, c'est avec lui que je disais un mot, c'est la raison pour laquelle j'ai un peu coupé le micro. Bonjour tout le monde, ravi d'être là. Lou, à toi. If you allow me to just jump in for 1 second, please everyone, there is a new link for the translation. For the translation for the English speaker specifically, you have to click on the link that I sent into the chat and choose the English language, and then you will be able to understand the whole presentation. We finally fixed the problem. So, Minnie, now it's all yours. Thank you so much.
Merci Lou. Bonjour tout le monde. Je vois qu'on est très, très, très nombreux pour essayer d'écouter tout ce qui a trait à la chaîne de valeur déchets. Je me rappelle encore quand nous avons préparé ce travail-ci, toi et moi, et on s'est dit, quel nom donnera-t-on à notre webinaire et puis on s'est dit chaîne de valeur déchets. C'était assez intéressant parce que c'est assez captivant aussi, c'est quelque chose qui attire chaîne de valeur déchets. C'est quoi? Donc, merci à tous une fois de plus. Nous allons donc démarrer avec notre présentation sur la chaîne de valeur déchets, spécifiquement pour les filières cacao et puis maïs. Donc, Lou, on y va? Waouh, tu vas plus vite que moi. D'accord. Donc, sur quoi est-ce que nous allons porter notre présentation de manière globale? Sur un aspect, nous allons essayer de présenter de manière globale, de manière générale, en fait, la structuration de la chaîne de valeur déchets. Nous n'allons pas la faire spécifiquement pour le cacao ou spécifiquement pour le maïs, mais on a essayé de mixer les deux pour pouvoir avoir une chaîne de valeur déchets globale. Donc, nous allons regarder les emplois verts, nous allons regarder également l'inclusion des jeunes, des femmes et également des personnes en situation d'handicap. Et nous allons regarder également les opportunités d'affaires qui découlent de ces différents déchets en ce qui concerne ces deux chaînes de valeur. Lou? Comme nous le savons tous, au niveau de l'Afrique en général, les sous-produits ou les déchets, comme nous allons les appeler ici, là, sont des étapes au niveau des différents processus de transformation. Et dans la plupart des cas, ça avait été considéré, surtout dans le passé, comme des choses sans valeur. Nous jetons par exemple nos cabosses, nous jetons nos tiges de maïs, nous jetons les rafles de maïs également. Et pourtant, ces différents déchets-là que nous jetons sont en fait de très, très fortes opportunités économiques qui peuvent générer des revenus non seulement additionnels, mais également des revenus principaux pour certains ménages. Donc, nous prenons un exemple avec du cacao, comme avec le maïs, nous pouvons fabriquer des briquettes. Des briquettes ici, là, qui seront utilisées pour, par exemple, l'énergie, que les ménages pourront utiliser également pour cuire les repas, entre autres. Bref, nous allons voir ça au fur et à mesure que nous avançons. Nous? Donc, la valorisation des déchets, c'est pourquoi, premièrement, c'est pour une économie circulaire. L'économie circulaire ici nous permet de faire quoi? De pouvoir transformer en fait tous ces résidus-là en intrants. Tous ces résidus-là de cacao comme de maïs pour pouvoir en faire des intrants dans un contexte de transformation. Également pour la sécurité alimentaire, parce que ces déchets-là peuvent nous aider justement à fabriquer des aliments pour les animaux. Ces déchets également nous aident à réduire des pertes post-récolte. Des emplois également sont créés là-dessus. Les emplois sont créés à partir de ces déchets, les fabricants de briquettes, par exemple. Au-delà des fabricants de briquettes, on peut également avoir au niveau du cacao, du beurre de cacao qui peut provenir des fèves défectueuses. Et dans un contexte d'industrialisation également, pour monter un peu plus à l'échelle, on peut développer des industries de transformation locale au sein des coopératives qui peuvent être créatrices de valeur ajoutée.
L'énergie rurale, je l'ai déjà dit, j'ai dit, ces déchets-là peuvent nous permettre justement de fabriquer du biogaz. Elles peuvent également nous permettre de fabriquer des briquettes que les ménages peuvent utiliser. Et en termes d'inclusion économique, nous allons le voir également, il y a plusieurs emplois qui permettent d'intégrer les femmes, d'intégrer les personnes en situation de handicap, d'intégrer également les jeunes dans cette fabrication, dans cette valorisation des déchets, autant pour moi. Nous le verrons dans les prochaines slides. Lou. De quels déchets parle-t-on spécifiquement? Si nous prenons le contexte du cacao, on parle de plusieurs types de déchets. Ceux qui sont présents. Mini, attends une seconde. Je crois que ton micro a été coupé. Est-ce que tu peux te remettre en... Merci. C'est moi qui l'ai coupé. Je ne sais pas si quelqu'un a coupé ou si c'est toi. D'accord. Donc, je disais, de quels déchets nous parlons concrètement? Il y a une multitude de déchets. Nous avons juste présenté quelques-uns ici. Nous présentons les cabosses de cacao, par exemple. Nous présentons les tourteaux issus du broyage, par exemple, des fèves. Nous présentons également les coques des fèves. Les coques des fèves, là, ce sont les... Vous voyez quand on a la fève de cacao. Donc, il y a cette enveloppe-là qui referme la fève de cacao, donc ces coques de fèves-là qui sont également bien riches en matière organique et qui peuvent servir pour l'alimentation animale. Nous avons le jus de fermentation. Pour les producteurs de cacao, ils le savent très bien. La méthode de fermentation peut permettre ou pas soit de jeter le jus, soit alors de pouvoir valoriser ce jus de fermentation-là. Et nous avons la biomasse à ne pas négliger. Les branches, quand nous faisons la taille, les activités de taille, il y a des branches qui tombent, il y a toutes ces feuilles-là. C'est également une biomasse très, très importante qui ne devrait pas être négligée et qui peut être transformée en charbon écologique, par exemple. Quant au maïs, prochaine diapositive, Lou. Quant au maïs, nous avons également une grande panoplie de déchets. Nous avons les rafles de maïs. Généralement, quand nous égrenons le maïs, le, tout, tout ce matériel-là qui reste une fois que les graines sont quittées peuvent justement être utilisés pour fabriquer des champignons, pour fabriquer également du biochar. Ça, là, je vais laisser cela à Noël, pour fabriquer également des briquettes. Et nous avons également les courses, comme on appelle, c'est-à-dire cette enveloppe du maïs-là, qui est très, très, très utilisée généralement dans l'artisanat. C'est également utilisé dans le compost, mais on utilise également ça pour parfois fabriquer des sacs, voilà, des emballages biodégradables. Nous avons aussi les tiges et les feuilles, une bonne quantité de biomasse qui est également intéressante et qui est valorisée dans le fourrage et dans la fabrication du compost et du papier également. Le son issu de la mouture, généralement quand on écrase et puis quand on tamise, il y a ce son-là qui peut également être utilisé et valorisé dans l'alimentation animale. Donc voilà, entre autres, quelques déchets qui peuvent véritablement nous intéresser pour pouvoir avoir davantage de revenus. Prochaine diapositive, Lou. Oui, ça change lentement. C'est bon. Donc, là, nous rentrons de plein pied dans le développement de cette chaîne de valeur déchets. Peut-être, Lou, ce serait intéressant également si tu pouvais poster dans le chat l'image de la chaîne de valeur déchets, parce que nous allons essayer d'expliquer chaque maillon de cette chaîne-là dans les diapositives suivantes. Et peut-être au niveau du chat, on pourra mieux valoriser, visualiser. Merci, Lou. Donc, tu peux mettre les deux, cacao et maïs. Merci. Donc, pour le premier maillon de la chaîne,
où est-ce que les déchets sont générés? Les déchets sont générés à plusieurs niveaux de la chaîne. Ils ne sont pas générés à un stade ou à un autre. Donc, ils sont vraiment générés à plusieurs niveaux de la chaîne. Donc, comme on le voit dans le cadre du cacao, par exemple, on a des déchets qui viennent des cabosses, on a des déchets également qui viennent des coques, on a des déchets qui viennent de la transformation. Et tout ça constitue en fait le maillon E. Donc, il faudrait qu'on puisse comprendre et faire la différence euh, entre la chaîne de valeur déchets que nous sommes en train de présenter ici, là, et les différentes filières. Donc, ici, nous présentons de manière générale une chaîne de valeur déchets. Et pour chaque filière, il y a des déchets. Si je prends par exemple la filière briquettes, on aura par exemple les coques et ensuite on peut les cabosses, et ensuite on peut aller vers les briquettes, par exemple. Donc ici, les déchets sont donc générés à différents niveaux, au niveau de la production, au niveau du séchage, au niveau de certaines transformations et même comme on l'a vu au niveau de l'entretien des plantations. Que ce soit pour le cacao ou pour le maïs, c'est à différents niveaux. Et ce niveau de génération de déchets-là constitue donc le premier maillon de la chaîne. Le second maillon, donc, le second maillon ici concerne spécifiquement la collecte. Donc, une fois que les déchets sont générés, peu importe le niveau auquel ils sont générés, que ce soit la transformation, comme je l'ai dit, ou bien au niveau de la production, on rentre dans la collecte et le regroupement. Donc, au niveau de cette collecte et regroupement, généralement, ce sont soit les producteurs, mais dans la plupart des cas, ce sont les coopératives qui le font. Et collectent donc tous ces déchets-là. euh, Elles les trient, elles les pèsent également, elles peuvent les sécher, ça dépend pour réduire le niveau d'humidité en fonction de l'activité de transformation qui sera réalisée. Et ensuite, on passe à l'étape de transformation qui est le maillon 3. Dans notre maillon 3, qui intervient et comment est-ce que ça se passe? C'est en fait le cœur de l'activité parce que c'est la raison pour laquelle on valorise ces déchets. On les valorise pour les transformer en d'autres produits. Donc, il y a énormément de produits qui peuvent être transformés, que ce soit dans le contexte du cacao ou dans le contexte du maïs. On citait tout à l'heure le papier artisanal dans le cas spécifique du maïs. On peut citer pour les deux chaînes de valeur les briquettes. On peut citer pour les deux chaînes de valeur également le compost. On peut citer également pour ces deux chaînes de valeur le biochar. Tout ça, ce sont des différents éléments de transformation. Et ici, en fait, ce sont les PME qui interviennent, les PME de transformation qui interviennent de plus à ce stade. Prochain maillon, l'eau. Nous avons ici deux maillons qu'on peut jumeler. C'est-à-dire, nous avons le maillon 4 et nous avons le maillon 5. Le maillon 4 ici parle beaucoup plus de la commercialisation et le maillon 5 nous parle des utilisateurs finaux. Donc, une fois que nous avons transformé tous nos déchets, que ce soit en briquettes, que ce soit en savon, que ce soit pour la consommation humaine, c'est-à-dire en champignons, nous devons pouvoir les commercialiser et ensuite les utiliser. Donc, nous les commercialisons, merci, à plusieurs niveaux. L'agriculture, par exemple, peut prendre une bonne quantité à travers le compost, à travers les biochars. L'industrie également peut prendre une bonne quantité à travers tout ce qui est beurre, par exemple, de cacao cosmétique que nous utilisons, les beurres de cacao que nous utilisons. L'alimentaire aussi peut en prendre à travers le vinaigre, par exemple, le vinaigre qui provient justement du jus de fermentation au niveau du cacao, à travers également les champignons, que ce soit avec les rafles de maïs ou alors avec les cabots séchés de cacao, nous pouvons avoir des champignons développés très bien par ABF. Et nous avons également l'environnement qui est un consommateur très, très important à ne pas négliger à travers les crédits carbone.
à travers également des programmes de reforestation, parce que nous l'avons vu très bien, si Anne-Marie se rappelle, nous parlions de 3 hectares de cacao qui pouvaient, c'est-à-dire qu'à travers les causes, les cabos qui étaient générés de 3 hectares de cacao, nous pouvions préserver 1 hectare de forêt. Donc ça aussi, nous nous rappelons très bien de ces études-là qui ont été menées par l'ONO. Donc, une fois cela, nous avons donc tous ces utilisateurs finaux et puis les ventes peuvent se faire de plusieurs manières. Les ventes peuvent se faire au niveau du marché local. Les ventes également peuvent se faire à travers des contrats. On peut également avoir des distributions et puis on peut également s'aventurer à travers cela vers le marché international. Lou, prochaine diapo. Donc, avec toute cette chaîne de valeur-là, il y a forcément comment est-ce que les choses circulent le long de ces maillons. Parce que les maillons, ils ne sont pas statiques, ils ne sont pas figés. Il faut bien que on ait tout un flux d'informations qui doivent circuler entre les différents acteurs de la chaîne. Donc, on a un premier flux qui est le flux des matières premières. Donc, les matières premières, comme nous les avons citées, par exemple, les rafles, les sons. Le son va, par exemple, le son pour le maïs va circuler pour fabriquer les aliments des animaux. Le cortex peut circuler pour en faire des briquettes ou alors pour en faire du compost. Le jus de mucilage ou bien le jus de fermentation peuvent circuler pour en faire d'autres jus ou alors pour faire du vinaigre. Donc, un seul résidu, comme ça peut alimenter plusieurs filières, comme je viens de le dire, si on prend les fèves, par exemple, les fèves de cacao, les fèves plates qui ne sont vraiment qui ne sont pas très, très utiles, on peut en faire plusieurs choses parce qu'avec ces fèves de cacao, on peut faire du touto. On peut également faire du beurre. Donc, une fois que ce flux-là, pour les matières premières, circule ainsi, nous avons ici le flux des matières transformées. Nous avons transformé, comment est-ce que ça circule? Les produits sont transformés, ça va donc aller vers les utilisateurs. Ici, également, tout comme le flux des matières premières, un produit peut avoir plusieurs canaux, plusieurs réseaux de distribution. Ensuite, nous avons le flux d'informations, l'un des flux les plus importants. Les informations vont dans tous les sens. Ça ne va pas d'un sens à l'autre. C'est pour ça que ici, vous ne voyez pas de flèche parce que les informations, ça monte, ça descend, ça va à gauche, ça va à droite. Où est-ce que je peux trouver des cabosses ou alors où est-ce que je peux acheter du compost? Donc, d'un acteur à un autre, d'un maillon à un autre, les informations s'imbriquent. Nous avons le flux financier. Le flux financier, lui, il va dans le sens contraire du flux des matières. On le sait déjà très bien. Donc, ça part du consommateur qui achète pour que ça rentre au niveau des distributeurs, des transformateurs, jusqu'au niveau du producteur. Et ensuite, nous avons un flux qu'on n'a pas véritablement l'habitude de regarder parce que ce sont des acteurs qui semblent être assez indirects, qui sont généralement impliqués dans ce flux-là. C'est le flux de services. Les services ici, ça peut être la recherche. Les services ici, ça peut être les ONG. Les services ici, ça peut également être le secteur public. Ça peut être les organismes de financement. Et le flux de services, il est transversal au niveau de tous les acteurs de la chaîne de valeur. Donc, voilà un peu comment, d'une manière, d'un acteur à un autre, les différents flux circulent. Prochaine diapo. Nous avons les résultats financiers de quelques activités de valorisation de déchets. Nous avons au niveau du programme ABF, je crois que Lou l'a dit tout à l'heure, développé une grande quantité quand même de modèles économiques, un peu plus pour le cacao, un peu moins pour le maïs. Dans le vinaigre, nous l'avons développé au niveau de la Côte d'Ivoire spécifiquement.
Et nous pouvons ici essayer d'avoir quelques données pour ceux qui seront intéressés d'avoir les détails par rapport à ces différents modèles financiers. Nous restons disponibles. Je pense que ABF a toujours tous ces éléments-là, donc il reste disponible pour pouvoir partager cela avec eux. Donc, pour le vinaigre, par exemple, si nous allons sur une base de 5 hectares, nous pouvons avoir un bénéfice net de 382 705 francs. Pour l'alcool également, nous pouvons transformer toujours le jus, comme nous l'avons si bien présenté. Nous pouvons transformer euh, le jus de mucilage ou alors le jus de fermentation en alcool. Et dans un contexte toujours de 5 hectares, nous aurons à ce moment-là un bénéfice net de 168 882 francs. Et c'est pareil pour le savon. Le savon ici, c'est à base de Cortex. Le Cortex, c'est les cabosses de cacao. Nous avons également, nous sommes allés sur une base de 5000 morceaux de savon et avec un bénéfice net de plus de 400 000 francs. Les champignons, nous avons longtemps travaillé sur les champignons. Anne-Marie, tu te rappelles certainement, très, très longtemps travaillé sur les champignons en collaboration avec le Centre d'innovation verte au niveau de la Côte d'Ivoire. Et voilà, nous avons ce montant de 1 million, plus d'1 million de francs CFA. Et ce qu'il faut également retenir, c'est que spécifiquement pour les champignons, il y a toute une unité au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau de ANADER. ANADER, c'est l'Agence nationale de développement au niveau de la Côte d'Ivoire, développement rural. Il y a toute une unité pilote pour la formation dans le cadre de la valorisation des champignons à partir du contexte des cabosses de cacao. Donc, voilà un peu pour le cacao. Deux autres exemples, Lou. Voilà pour le cacao, quelques exemples. Ici, c'est un modèle un peu différent parce que ici, là, c'est plus un seul modèle. Si vous vous rappelez, on a dit qu'à partir d'un seul déchet, nous pouvions avoir plusieurs différentes filières. Donc, ici, si on regarde la filière beurre alimentaire, et ceci, c'est à partir des fèves défectueuses. Mais ça donne énormément de valeur ajoutée. Je le disais, les fèves défectueuses de cacao, ce sont des fèves plates. Ces fèves plates-là ne rentrent pas dans le marché. Donc, dans la plupart des cas, elles sont jetées et pourtant, elles sont consommables humainement. Donc, on peut faire avec cela du beurre alimentaire. On peut faire également de la poudre alimentaire qui est très prisée par les enfants. On peut également faire du beurre cosmétique et puis le tourteau qui résulte de là peut également être utilisé dans le cadre de la fabrication du compost. Donc nous avons ici un modèle en fait niveau un peu plus élevé, niveau coopératif, niveau PME, un peu moins niveau producteur et nous pouvons voir à peu près quel est le bénéfice au niveau de la coopérative qui peut être engrangé à partir de la valorisation de ces fèves défectueuses. Et en dernier lieu, là, il concerne en fait les briquettes. Nous avons essayé toujours au niveau de ABF de travailler sur ce modèle économique avec, sur les briquettes où voilà, nous avons un bénéfice net cumulé en 10 ans de pratiquement plus de 78 millions avec un retour sur investissement en troisième année. En ce qui concerne le maïs, prochaine diapo. En ce qui concerne le maïs, nous avons également travaillé sur les champignons, sur AF. Je me rappelle, dans notre document de Professor Business School, on a comparé les champignons maïs avec les champignons cacao. Nous avons également travaillé là-dessus et nous avons un bénéfice net d'à peu près 625 000 francs CFA. Les briquettes et puis les aliments sur animaux plus le compost, vous pouvez également voir les différents bénéfices nets que cela peut apporter dans un contexte de valorisation de déchets. Prochaine diapositive. Bon.
Donc, dans tout ce système-là que nous venons de présenter avec les différents modèles économiques, on a vu ensemble les différents maillons de la chaîne. Qu'est-ce qui peut soutenir en fait cet écosystème-là? Donc, c'est ce que nous allons voir maintenant. Prochaine diapositive, Lou. Les différents bénéfices, premièrement. Les bénéfices ici, on l'a vu, on peut avoir des bénéfices d'ordre économique. On a vu les revenus qui peuvent être engrangés des différentes activités. On a vu également des nouveaux marchés et des marchés internationaux qui peuvent être là. Les impacts sociaux, la création des emplois verts à travers justement la valorisation de ces déchets-là. Nous allons encore présenter quelques emplois de manière spécifique pour ces femmes et pour ces jeunes-là dans la diapositive suivante. Lou, tu peux revenir sur l'ancienne, merci. Oui, excusez-moi. Et nous voyons également en termes d'impact sociaux ce côté autonomisation au niveau des communautés et l'entrepreneuriat local et les différentes innovations qui peuvent résulter de la valorisation de ces déchets. Et comme on disait tout à l'heure, les impacts environnementaux sont très importants, ils ne sont pas des moindres. De plus en plus, on regarde, on voit le fonds vert qui offre de plus en plus de financements. On a également une réduction drastique de de la pollution et on a des émissions, une diminution justement des émissions des gaz à effet de serre. Et bien sûr, dans le cadre économique, on a également, ça n'a peut-être pas été mentionné là, mais on peut le mentionner encore, on a le crédit carbone. Prochaine diapositive. Pour ceux qui seront donc intéressés de travailler dans la valorisation des déchets, quel type d'emploi véritable peut-on avoir là concrètement? Donc, pour les femmes, pour les jeunes et pour les personnes en situation de handicap. Pour les femmes, nous le savons très bien, elles sont très, très, très impliquées dans la valorisation des produits transformés. Dans la transformation, les chiffres le montrent très bien au niveau de ABF. On peut voir toutes ces femmes-là, le pourcentage des femmes qui participent à l'école d'entrepreneuriat de transformation, pour comprendre que c'est une activité très prisée par les femmes. Donc, il y a cette transformation-là, mais au-delà de cette transformation, il y a également des aspects liés au contrôle qualité. Il y a également des aspects liés à la gestion des coopératives. Il y a des aspects liés au suivi des stocks de commandes comme emplois qui peuvent être valorisés au niveau des femmes. Les jeunes sont intéressés également par certains types d'emplois. Donc ici, les jeunes peuvent faire quoi? On peut utiliser les jeunes, par exemple, dans la découverte des solutions vertes. C'est très intéressant pour les jeunes. Les jeunes peuvent être utilisés également dans la fabrication des briquettes. Les jeunes également peuvent être utilisés dans la gestion digitale de tous ces flux que nous venons de voir avec des plateformes de vente dans le cadre de la commercialisation, ouvrir par exemple pour ces femmes, pour ces coopératives-là, des plateformes ou bien des monétiser pour qu'elles puissent présenter leurs produits dans le cadre, dans les différents réseaux sociaux, ainsi de suite. Ça, ce sont des aspects qui intéressent les jeunes et dont les jeunes sont de plus en plus nombreux. Donc, on peut également utiliser les jeunes dans ce contexte-là, le marketing digital de manière globale. Et les personnes en situation d'handicap, comme on le dit, no one behind. Leave no one behind. Donc ici, les personnes en situation d'handicap, par rapport à leurs différents handicaps, peuvent justement être utilisées également pour la valorisation des produits. Les pesées et l'enregistrement des données en fonction du type d'handicap peut être, on peut les utiliser. On peut les utiliser également dans le contrôle qualité des produits, dans la gestion administrative, dans le tri même et dans la classification des résidus. Et ceci en fonction des différents handicaps. Donc voilà, entre autres, quelques emplois verts inclusifs que nous pouvons véritablement valoriser dans cette valorisation des déchets. Et pour terminer, dernier slide, bon, avant-dernier.
Donc, pour terminer, toute cette chaîne-là, on a des acteurs spécifiques qui essayent de travailler. Ce sont eux qui soutiennent véritablement la chaîne de valeur. Et comment est-ce que ceux-là soutiennent la chaîne de valeur? Ils soutiennent la chaîne de valeur de plusieurs manières. Les producteurs, les organisations de producteurs, les coopératives, ils sécurisent en fait les volumes. Ils essayent de mutualiser les investissements. Ils négocient même dans le cadre du marché. On l'a très bien vu avec l'approche d'entrepreneuriat coopératif où il y a des négociations de marché qui se font dans le cadre de cette formation. Ensuite, on a les institutions financières. Ce sont eux, en fait, qui accompagnent pratiquement toutes les PME dans le cadre et les coopératives qui mettent à disposition ces ressources financières-là à travers des crédits ou à travers des investissements en développant également des produits financiers. On a la recherche qui est très importante parce que la recherche doit pouvoir valider les processus de transformation. Ensuite, nous avons le secteur privé qui est là en fait pour générer, pour investir, qui est également là pour faciliter l'accès à certains marchés internationaux. Nous avons également les pouvoirs publics, très, très importants, parce que les pouvoirs publics, à travers leurs politiques, que ce soit des politiques incitatives pour pouvoir amener ces femmes, ces jeunes-là, pour pouvoir amener également les PME, les startups à investir là-dessus. Donc, les politiques incitatives peuvent également toucher, par exemple, la fiscalité, du genre d'accord pour tous ceux qui feront, par exemple, qui produiraient 2, 3 tonnes de déchets, qui transformeraient 2, 3 tonnes de déchets, peuvent être exonérés de telle taxe ou de telle autre taxe. Pour tous ceux, par exemple, qui employeraient 2, 3 personnes en situation de handicap, peuvent être exonérés de telle taxe ou de telle autre taxe. Donc, on a tout cet accompagnement fiscal-là qui peuvent véritablement aider. C'est pour ça que les pouvoirs publics devraient également être partie prenante. Et enfin, on a les bailleurs et on a la coopération internationale. La coopération internationale qui joue un très grand rôle dans la structuration et qui finance une bonne quantité de projets. Donc, dernier diapo. Voilà un peu de manière globale les différents acteurs qui soutiennent. Et ici, ce sont toujours ces mêmes acteurs-là qui soutiennent, mais de manière directe, comment ils tirent profit de la chaîne. Donc, nous n'allons pas véritablement nous appesantir sur des explications ici. Je pense que c'est suffisamment clair. Toute dernière, merci Lou. Donc, en conclusion, nous pouvons dire que le cacao et le maïs, ces deux filières, certes, mais elles ont pratiquement les mêmes opportunités stratégiques dans le cadre de la valorisation des déchets. Ça nous rappelle un peu le tout premier Pharma Business School qui a été mis sur pied, qui était FBS, cacao, maïs et puis manioc. Donc, lui, le cacao, c'est en fait une culture d'exportation qui a une très, très forte valeur mondiale. Mais le maïs n'en est pas des moindres parce que le maïs est la première céréale vivrière au niveau de l'Afrique. Donc, dans un cas comme dans l'autre cas, nous devons véritablement nous appesantir sur la transformation de ces déchets-là parce que c'est un véritable levier économique dans le cadre de la transition écologique. Merci. Merci beaucoup, Mini, pour cette présentation qui était vraiment très, très complète et qui donne un aspect vraiment chiffré pour permettre aux acteurs aujourd'hui de vraiment prendre la mesure des opportunités qui peuvent être là. Juste une petite précision technique. Sur votre écran, il y a RTT avec un chat qui défile en bas. On a regardé, techniquement, c'est impossible de l'enlever, mais vous pouvez l'ouvrir sur le côté et le réduire. So for people with English, I don't know who activated the RTT, but it is not possible to
cancel it now, but you can open it on the side window and close it again. So that's what I would advise you to do, to have a full screen with the presentation. Donc, en tout cas, merci encore, Mini. On va tout de suite enchaîner pour être sûr d'avoir le temps pour nos présentations. Avant de donner la parole, j'ai déjà vu quelques questions dans le chat. Et notre deuxième intervenant aujourd'hui, donc il est dans la même dans la même pièce que toi, Mini, on avait dit. Donc c'est Noël Nguessan, qui est cofondateur de l'entreprise Lono. Donc Noël est un ingénieur des procédés avec plus de 10 ans d'expérience dans la conception et la mise en œuvre de projets d'économie circulaire dans le domaine de la gestion des déchets et de l'agriculture. Il est spécialisé en chimie verte, en récupération des carbones et des minéraux issus de déchets agricoles pour développer des intrants commerciaux, donc destinés à l'agriculture notamment. En 2017, il fonde Lono, qui est une des entreprises avec lesquelles nous travaillons pour nos Matching Grant Fund, et pour fournir des services d'ingénierie, de la valeur et d'assistance technique aux porteurs de projets et investir dans les projets d'économie circulaire. Il a également contribué au dernier rapport de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables, l'IRENA, sur le potentiel de la bioénergie dans les pays émergents d'Asie, d'Amérique latine et d'Afrique. Depuis 2019, il travaille particulièrement sur des projets industriels et ruraux en Côte d'Ivoire avec les déchets issus du cacao et du maïs, de la noix de cajou et du caoutchouc, et créé en 2022 une entreprise pour la production d'engrais spécifiquement basée en Côte d'Ivoire, avec 100% de déchets comme matière première. En 2024, il se spécialise aussi dans la filière du maïs, en utilisant beaucoup l'écosse et les tiges. Et donc, il va permettre de nous parler de tout ça, de comment il utilise l'écosse et les tiges pour restituer au sol, après enrichir les sols avec des minéraux tels que l'azote, le potassium, et permettre la séquestration du carbone. Donc, Noël, je te donne la parole, si tu peux ouvrir ta caméra. C'est déjà ouvert, tu ne me vois pas? Ah, ça y est, je te vois. Ah, ok. C'est bon. Donc, je vais présenter aussi en français, et comme on a dit hier, et comme Lou m'a déjà très bien introduit, hein, et puis peut-être à la suite de ce que Mini vient de faire, je pense que moi, ma présentation sera beaucoup plus un case study, des case studies, hein, vraiment spécifiques. Donc, en tout cas, merci pour l'invitation, et puis prêt pour commencer. Donc, comme ça a été dit, bon, Lono, nous, on ne fait que ça. On travaille sur la mise en place d'activités économiquement viables qui s'appuient sur des déchets, donc des sous-produits ou bien des matières agricoles à faible valeur, hein, comme des intrants. Donc aujourd'hui, on va parler plus du cacao et du maïs, même si toutes les filières ont leur profil. Donc peut-être prochaine diapo, s'il te plaît. Donc, juste rapidement, nous, on a déjà été présenté. J'ajouterai peut-être notre lien avec les Pays-Bas et le fait qu'on a dans ce métier d'économie circulaire, surtout commerciale, là, hein, parce qu'il y a des projets purement RSE, puis il y a des projets commerciaux, ce n'est pas la même chose. Dans le volet commercial, tu as vraiment besoin d'avoir les différents métiers, parce qu'il faut comprendre l'agriculture, c'est là-bas vient la matière première, il faut comprendre les sujets environnementaux, parce que parfois, c'est de là-bas vient la finance. Et puis, il faut savoir produire. Donc, ça, c'est plutôt technique, ingénierie. Donc, bon, on essaie de combiner ces métiers-là. Hein, et à la taille rurale, on va dire plus petite, semi-industrielle, artisanale, et puis à la taille industrielle qui ont différents enjeux. Bon, en 10 ans d'activité qu'on est là, on a eu la chance de pouvoir voir un peu les deux. On est obligé aussi de former beaucoup les agriculteurs, à la fois parce qu'ils sont les fournisseurs de la matière première, ils sont aussi les consommateurs, parfois, et presque toujours, du produit fini qui sort. Et puis, in fine, en tout cas dans notre cas, c'est pour améliorer leur revenu même qu'on existe. Donc, on a intérêt à bien les former. Donc, prochaine diapo. Juste une image. Bon, donc là, c'est très clair. C'est les deux, c'est les deux sous-produits sur lesquels je vais m'attarder aujourd'hui. Prochaine diapo. Tout le monde connaît, hein, ce qu'on vient de voir là, donc je ne vais pas expliquer ce que c'est. Maintenant, quelques petits chiffres peut-être pour qu'on retienne quelque chose de tout ça.
la production végétale, parce que c'est encore différent quand on parle de production animale qui peut aussi produire des bons déchets à valoriser, tout ça. Mais quand il s'agit du végétal, tu as souvent 2 et 5 fois plus de ce qu'on va finalement appeler déchets que la matière qui est commercialisée. Donc ça, forcément, en tout cas, si tu es dans l'investissement, tu as intérêt à poser des réflexions sérieuses pour ne pas jeter 5 fois plus que ce que tu vends. Ça, c'est quand même très important à se souvenir. C'est pas marginal. Ça peut être transformateur si tu ajoutes assez de valeur. Deuxième, donc maintenant pour rentrer dans qu'est-ce que ça veut dire, déjà pour rappeler un peu, hein, dans le cas du cacao, on demande au planteur d'être transformateur. On dit au planteur, voilà ton fruit, tu récoltes, mais moi, j'achète pas. Il faut d'abord transformer en fève fermentée séchée avant qu'on achète. Donc, en fait, tous nos planteurs de cacao sont des petits transformateurs. Mais bon, ça ne dit pas son nom, sinon on serait obligé de les payer plus. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 70% de ce qu'ils produisent, en fait, de leurs arbres est considéré comme déchets. Euh, bon, Mimi a déjà tout dit, donc je ne vais pas répéter, mais là, on voit les chiffres. Deuxièmement, si on prend le cas du maïs, c'est un peu pareil. On leur demande d'être transformateurs parce que l'épi de maïs qu'on récolte là, c'est pas ça qu'on achète. Il faut sécher, il faut égrainer, et puis après on vient acheter. Donc ça veut dire pour eux c'est moins dramatique que pour le cacao, mais ça reste quand même presque la moitié qui est déchet. Bon, donc ça c'est peut-être des chiffres pour se rappeler. Maintenant le dernier chiffre pour se rappeler, désolé, moi j'aime bien les chiffres. Donc, le dernier chiffre pour se rappeler, c'est que quand tu prends 1 tonne de matière première, généralement, tu as peut-être un tiers de produit fini. Ça s'applique que ce soit le biochar, que ce soit le compost, c'est des chiffres qui sont plus ou moins les mêmes. Ça donne une idée que si tu as 10 tonnes de déchets, tu peux avoir à peu près 3 tonnes de produits. Bon, au moins, ça te permet de décider si ça vaut la peine ou pas. OK, prochaine diapo. Ah, je vois les commentaires, apparemment, ce que je dis résonne. Les cacaoculteurs. Bon, donc, la prochaine diapo, on montre un peu l'outil de production, c'est-à-dire comment est-ce qu'on convertit simplement les cabosses de cacao en biochar, parce qu'en milieu rural, il y a beaucoup de contraintes. Aujourd'hui, commencer par l'orpaillage, qui crée des trucs, en parlant du manque d'électricité, du manque de main-d'œuvre, c'est pas facile. Donc, il faut des outils simples, mais qui fonctionnent bien. Donc, ici, juste une image pour montrer à tout le monde connecté là que pour produire du biochar de qualité, ça ne demande pas des machines compliquées. Donc ça, c'est un four de pyrolyse, c'est le modèle Contiki. Il y a différents designs, hein, il y a différents dessins techniques disponibles en ligne gratuitement. Donc vraiment, c'est pas mystérieux et ça marche bien. C'est juste pour dire ça. Prochaine diapo. Ah oui, peut-être ici. Reviens, s'il te plaît, pardon. Donc ici, un truc aussi à se souvenir, c'est que ce que vous voyez là, qui fait à peu près 800 litres, peut produire 150 kilos, on va dire, d'engrais, de base d'engrais, en 3 heures. Bon. Donc ça, c'est bon à savoir selon toi, tes capacités, quelle quantité de déchets tu as, et ta main-d'œuvre, etc. C'est vraiment, moi je pense, hein, ça peut être économiquement viable parce que si tu as 5 sur un site, tu peux atteindre 90 tonnes par an, même si tu travailles seulement 6 mois. Parce que les déchets agricoles, il ne faut pas oublier que c'est saisonnier. Donc, bon, c'est des chiffres quand même c'est pas industriel, mais ça peut nourrir quand même quelques salariés. Prochaine diapo. Donc ici, on voit quelques chiffres encore. On va avoir ça. Ça, c'est le cacao, mais on va avoir l'équivalent du maïs tout à l'heure. Donc pour le cacao, attends, je n'arrive pas à voir le haut là parce que voilà. Pour le cacao, il faut savoir qu'un hectare va produire entre 1500 et puis 3000 kilos de cortex sec. Parce que pour valoriser, c'est plutôt la matière sèche qui compte, sachant qu'il faut souvent transporter, on ne veut pas transporter de l'eau. Donc 1500 à 3000 kilos de matière sèche, et ça dépend de quoi? Ça dépend de comment la parcelle est tenue, si elle est bonne densité, elle est très productive, etc. Donc bon, ça donne les chiffres. Maintenant, cette quantité de matière-là, elle aussi correspond à une certaine quantité de biochar. Donc, si on suppose que le biochar, c'est une base d'engrais, donc on peut générer par hectare, 60 à 120 000 de revenus additionnels. Bon, de valeur. Et cette valeur-là devient revenu si tu as un acheteur en face. Voilà, 60 à 120 000 de valeur. OK. Donc, si tu as un centre
où il y a 5 de ces équipements qui travaillent bien, bon, a priori, vous pouvez générer 11 millions par an. Maintenant, qu'est-ce que vous dépensez? Ça dépend maintenant de vos réalités et puis de comment vous avez conçu votre affaire. Mais au moins, le potentiel de création de valeur, il est là. Donc, bon, quelques images, on montre juste la ligne, hein. On a le cortex, on va le pyrolyser, on le met dans un champ et les gens l'achètent. Je veux dire, nous savons tous qu'un planteur n'achète pas quelque chose parce qu'on est venu présenter. On doit faire des champs de démonstration, etc. Mais une fois qu'on a passé ce cap, maintenant, c'est une transaction normale. Et bon, pour ne pas prendre tout le temps sur ça, voici à peu près les chiffres sur le cacao. Maintenant, peut-être prochaine diapo sur le maïs. C'est similaire, sauf que, bon, c'est le maïs, donc les chiffres sont un peu différents. On a 2 à 4. Noël, tu as été muté de nouveau. Si tu veux Donc, on ouvrir a, ton micro. Voilà. d'accord. On a 2 et 4 tonnes, voilà, de sous-produits par hectare, donc les rafles, les tiges. Hmm. C'est vrai que les rafles sont beaucoup plus faciles à valoriser que les tiges. Donc, ils ne sont pas égales du tout. En tout cas, les rafles, c'est beaucoup plus facile. Mais bon, on peut aussi inclure un peu de tiges dedans, c'est bon à savoir. Et ça crée une certaine valeur qui est écrite là. Je pense que vous allez recevoir les présentations, donc je ne vais pas répéter tous les chiffres. Donc, c'est à l'écran. Et puis, c'est important qu'à la fin, la même machine qu'on a montré, bon, la même machine, le même fourneau qu'on a montré au début est applicable pour les deux biomasses, hein. Et ça, donc, ça donne aussi les mêmes quantités, les mêmes 90 000. Donc, tout dépend de qu'est-ce que toi, tu as, hein. Toi, le promoteur qui veut devenir un agripreneur de biochar, qu'est-ce que tu as qui est accessible? Est-ce que c'est le cacao, le maïs ou même autre chose? Aujourd'hui, on est focus sur ces deux-là. Mais bien sûr, on peut pyrolyser d'autres choses aussi. Donc, c'est vraiment une affaire de compte d'exploitation. C'est pour ça que le Farmer Business School et toutes ces expertises que nous, on n'a pas, on est venu les chercher à ABF pour rendre ça encore plus accessible à tous ces acteurs qui ont le potentiel de créer cette valeur mieux que nous. Parce que nous, on ne peut pas aller dans les champs pour faire ça, même si on sait le faire. C'est eux qui peuvent le faire. On a d'autres forces. Donc, prochaine diapo. Maintenant, tout ça, bon, est-ce que c'est un bon engrais? Est-ce pas un bon engrais? Bon, on a ajouté cette diapo-là pour donner un peu les résultats qu'on a eus à Yamoussoukro dans le cadre du projet ABF. Euh, donc, ce qu'on appelle, donc c'est du maïs qui a été planté. Ensuite, non, c'est des planteurs de maïs qu'on a formés à produire du biochar et à utiliser ce biochar. Donc, on les a laissés faire eux-mêmes, mais on était là pour les récoltes, bon, pour les jours d'application et puis les récoltes, mais c'est eux qui ont tout fait, hein, après les formations. Donc, ce qu'on appelle ici témoins, c'est les épis récoltés des parts des plantations où ils ont fait leur pratique habituelle. Et puis, ce qu'on appelle traités, c'est là où ils ont apporté un mélange de biochar et de compost. Je pense qu'on était autour de 1000, 1200, 1500 kilos par hectare. Je vais écrire mon mail dans le chat et puis on pourra vous envoyer les détails à tous ceux qui le souhaitent. Bon, c'est vrai que c'est des bons résultats, tout ça, ça dépend bien sûr du type de sol, mais c'est un sol appauvri, hein, dans une région un peu sèche et on voit quand même que selon le contexte, les améliorations peuvent être quand même fortes. Je ne dis pas que tout le monde qui va appliquer du biochar va avoir ces résultats, mais bon, c'est les résultats qu'on a eus dans cette localité pour vous dire qu'il y a des effets agronomiques avérés. Et nous, dans nos activités industrielles, on inclut ce biochar dans nos produits et on a un agrément du ministère. Et pour avoir cet agrément, il y a eu pas mal d'essais aussi qu'ils ont fait pour valider les propriétés agronomiques. En tout cas, on peut partager plus de détails et puis développer ça au besoin. Je viens d'envoyer, je vois quelqu'un qui demande mon mail là, mais j'ai envoyé dans le chat. Donc, hope you see it. My mail is already in the chat. Donc, prochaine diapo. Bon, maintenant, la dernière cerise sur le gâteau quand il s'agit du biochar, c'est le fait que depuis 3 ou 4 ans, il y a eu beaucoup d'augmentation de demandes pour on va dire les certificats carbone que le biochar peut générer parce que si c'est bien tracé, on peut mesurer quelle quantité de carbone la plante a absorbé et qu'on a mis dans le sol à travers le biochar. Donc, si c'est bien tracé, à la fin, on te donne des certificats comme quoi, toi, tu as retiré du carbone de l'atmosphère. Tu peux les garder ou tu peux les vendre. Si tu les vends, là, on parle de nouveaux revenus. Donc, tu n'es pas obligé de les vendre, mais si tu les vends, là, tu gagnes de l'argent. Donc,
il y a quand même, je me suis trompé sur l'unité ici, c'est francs CFA par tonne, hein, bien sûr. Donc, mais c'est pour dire que 130 000, au début, j'avais mis 200 euros, mais après, j'ai corrigé en francs CFA pour que l'audience puisse mieux suivre. Mais tu tu as 130 000 à 190 000 francs CFA par tonne de biochar en plus. Donc, ça, c'est si tu vends les revenus carbone associés à ça. Et ça vient en plus de ce que tu gagnes en vendant le biochar en tant qu'intrant agricole. Donc, sincèrement, mais non, ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir un certificat carbone. Mais comme je ne sais pas qui est connecté, peut-être il y a des grands développeurs de projets carbone connectés. Donc, bon, voilà. C'est des méthodologies qui existent, mais peut-être le chiffre en haut que je vais dire en dernier, c'est que une tonne de biochar contient 700 à 800 kilos de carbone. Et ça, c'est quelque chose que le marché carbone a reconnu, validé. Maintenant, les standards sont abondants. Les solutions de MRV sont abondantes. Mais il faut être accompagné un peu quand même, surtout au début. Donc, je pense que moi, c'est ma dernière diapo. Peut-être il y a une conclusion, il y a une diapo de 5 points à retenir. Donc, déjà, il faut savoir que pour le cacao, pour le maïs, pour le cacao, là, on a une vraie minorité de ce qui est produit par le fruit qui est vendu. Pour le maïs, c'est un peu moins grave, mais ça reste quand même pas mal encore à valoriser. Et l'objet de ce qu'on est en train de dire ici, nos deux intervenants, c'est comment arriver à 100% en valorisant le reste. Donc, des chiffres comme ça veut dire aujourd'hui la valeur par hectare, c'est autour de 200 000 qui est possible à partir des déchets de ces deux filières. Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est pas beaucoup? Ça, c'est à celui qui est en face de l'opportunité de décider, mais en tout cas, c'est ce qui est possible. Il faut un investissement dans l'outil de production, ça, c'est comme toute chose, et il faut essayer de penser vraiment en mode compte d'exploitation en rentabilité, parce que si on pense trop vite, trop tôt trop en impact, réduction de pauvreté, des fois on oublie qu'il faut que ce soit mieux que ce qui se fait déjà. Sinon, ça ne va pas durer. Donc ça, c'est basique, mais bon, un petit rappel. Et puis finalement, les revenus, pourquoi il y a une valeur qui est créée, c'est parce que c'est une bonne base d'engrais et puis que certains sont prêts à payer pour le carbone que ça met dans les sols. Un site de 5 fourneaux peut te donner 70 à 90 tonnes par an. Et puis finalement, on crée des emplois, même s'ils sont saisonniers. Donc n'oublions pas qu'ils sont saisonniers, ne soyons pas trop emballés par les emplois qu'on crée, ils sont saisonniers, mais ce n'est pas rien, c'est mieux que rien. Voilà. Donc c'est peut-être là que je vais m'arrêter. Merci à tout le monde pour l'écoute et puis merci à vous. Merci. Merci, Noël. Thank you so much. I show your last thank you slide. And maybe because the English speakers had to listen to a lot of French today, we will also do a little bit of the Q&A also in English for them to be more included after these two presentations in French. And thank you for these useful inputs as well on opportunities, talking about green financing like carbon credit. So that's very, very interesting, I think, for all of us. We will now move on to the Q&A session. I was contacted ahead of time by a partner that is also working with circular ecology that also wanted to say a few words on how they do their model and maybe reflect on your presentation. So maybe I will invite Thierry to just come in if he wants to reflect on both of your presentation, because he also wanted to say some word. He's also one of our MGF partners. It's not a full-on presentation, but he was very keen to talk to us about their model. Thierry, if your connection allows, you can come in. Otherwise, I will move on to the question and answer in the chat. Ouais. Merci pour la parole. Je peux switcher en français. Voilà. Voilà, ok, merci. Alors, bonjour à toutes et à tous. Nous allons, moi c'est Thierry Munga de la coopérative Amken Mkolima. Nous allons appuyer notre expérience par la présentation des ingénieurs Mini pour essayer de montrer rapidement et pratiquement qu'est-ce que nous faisons avec les déchets des cabos.
parce que nous sommes dans la filière cacao. Alors, au sein de la coopérative Amkeni Mkulima, les cabos sont broyés, soit dans une machine ou dans un mortier en bois. En plus de ce broyage, il est mélangé un peu de sel. Et là, directement, cet aliment est servi aux cochons parce que au sein de la coopérative, les responsables de plantation disposent chacun d'une porcherie de 2 à 5 têtes. Ça, c'est au niveau de la valorisation directe de cabos de cacao, des cabos bien fraîches. Alors, la deuxième option, c'est le cabos qui sont broyés au soleil et puis calcinés. Une fois calcinés, cette poudre entre dans la formule de la fabrication du savon noir, en plus de l'huile palmiste. Ce savon noir nous aide encore à combattre les maladies dans nos plantations parce que ça constitue une ressource disponible qui ne dépend pas des achats, qui ne demande pas que où les agriculteurs exercent des dépenses au-delà de matières disponibles. Le troisième point d'utilisation, c'est le cabos séché et stérilisé dans un fût métallique qui sont intégrés dans une formule pour la production de pleurotes ou champignons comestibles. Ils sont mélangés à d'autres déchets végétaux, ce qui constitue une base pour une production de ces champignons. De ce fait, une fois ces substrats fatigués ou épuisés, après une longue période de plus de 6 mois, ces substrats sont renvoyés dans la plantation pour constituer l'engrais dans les plantations de cacao. Voilà un peu comment les 3 exemples peuvent appuyer pratiquement ce que nous faisons au sein de notre coopérative à l'est de la République démocratique du Congo. Merci. Merci beaucoup Thierry et aussi merci d'avoir voulu partager ton expérience qui appuie vraiment les présentations sur les opportunités qu'il y a dans ces chaînes de valeur des déchets. Donc vraiment merci beaucoup pour cette petite appui. Vous pouvez aussi lui poser une question si vous en avez une. Mais je vois déjà, I already see some hands now. I switch back to English for the Q&A as I said. Thank you Thierry once again. I see the hand of Maxwell Odonkor. I will give you the word and then I will add the question from the chat and then we will continue from there. So Maxwell, you are welcome to open your microphone and ask your question. A minute, can you hear me? We can hear you perfectly. Okay, sorry, I was using the translator, so it was giving me an issue. Yeah, so my name is Maxwell Odonkor and I am the Executive Director of World Inspiring Network in Ghana. I also serve as the steering committee member for the GIZ's Prevent Waste Alliance. And I'm so much excited to be part of this initiative or this webinar because we also started piloting black soldier fly. And also we learned about biochar production through the Prevent Waste Alliance. So last year we piloted it in Ghana where we trained people to produce charcoal briquette. And for that, we use coconut husk in Accra. And my father is also a cocoa farmer with over 45 acres of cocoa farm. So I'm excited to also hear that we can also transform cocoa waste, which I've always been looking at how we can use cocoa waste to also transform into useful product. In fact, our process, we were using the carbonization method. In the initial one we did with the young people, we used the carbonization method and then we used some local drums. So the process was a bit different. But last year, through GIZ and then also Engagement Global, one of the German organizations, they deployed some volunteers to us on the ground. And then they also
train us on how we can also use the pyrolysis or the pyrolysis approach, which is also similar to the technology that was used. For us, we have been using the local drum, and I'll be really excited to connect with the second trainer so he can show us how we can do a similar technology like the one that have been done, and to see if we can get maybe an engineer on the ground to help us to do. In fact, we are looking at collaborating more with YAZI and the implementing organizations to see how best we can train local farmers in Ghana to make good use of waste to also produce more and then also get more income. Thank you. Thank you so much for your comments and for the possibility of linking up. Maybe Noel, you can just respond directly. I know you put your email in the chat, but maybe you have a direct reaction. Otherwise, I will take another question. I don't know. Yeah, maybe from what I heard, I mean, everything, these things, on the technical side for us, it comes a bit back to what's the business model you want, what's the investment limit you have? Because typically, people, it's a bit what we're saying here with our microphone, Scott, was what's the financing plan? Because if it's a private sector initiative that they want to make profits and make their money back, it's a whole different kind of analysis. However, for the biochar, thankfully, sorry, I don't even know why I'm speaking in English. I could have spoken in French, but for the biochar, thankfully there's accessible technology that works well and that can meet quality standards. So for $1,000, you can have that kiln that we showed. There's the other technologies don't work like that. Composting, you cannot do that. You cannot have a $1,000 investment that will give you many tons of compost per month. That's not there. So anyways, that's the benefit. So it's good what you're doing. We're very happy to hear more. I shared my emails and then see concretely how to help. They're very complementary also, this black soldier fry frass as a complement to biochar to have better fertilizer. But it comes back to what's the investment plan, or if, is it an investment plan? Or is it a short-term project to measure something and make a decision? That is a little bit what would influence the advice we give. Yeah. Thank you so much for the direct reaction. Before I give somebody the floor again, there were some previous questions in the chat. I'm going to ask them at once, and then maybe ask you both to react, and then I will give the floor to the next person. Ms. Camisa asked, how do you secure potential job creation along the value chain through the training, so through the curricula? I think that was aimed at your presentation, Minnie. And then for both of you, how can small producer, maize producer convert into a durable revenue source, right? The agricultural waste. And how do you ensure the sustainability aspect? Oui, Yeah. Oui, je vais parler. Comme nous sommes au même endroit, donc il n'y a pas de souci. Je pense que vous me suivez bien, ça va? Parfait. D'accord. Donc, comment est-ce que les petits producteurs peuvent véritablement utiliser toutes ces technologies-là? On l'a dit, il y a plusieurs mécanismes, il y a plusieurs organismes de soutien. Au niveau de ABF, il y a des approches qui ont déjà été développées, des approches entrepreneuriales qui seraient intéressantes également pour, en tant qu'approche de formation pour les petits producteurs. D'un autre côté, on a aussi parlé de la recherche. La recherche évolue de plus en plus. Je n'ai pas voulu rentrer dans certains détails parce que je savais que l'ONO était là et que l'ONO pouvait rentrer dans tous les aspects qui sont... Noël. Voilà, l'ONO, c'est l'entreprise, désolée. Donc, Noël pouvait rentrer dans tous les aspects qui sont
qui sont techniques. Donc, pour le petit producteur, il y a ces aspects techniques-là et puis il y a le côté formation. J'ai envie de dire, la technologie est disponible pour ce petit producteur en fonction des finances disponibles et la formation également de l'autre côté, c'est-à-dire qu'elle est disponible. Donc, les deux peuvent se mettre ensemble, mais je pense que au-dessus de ça, il faut quand même une structure d'appui pour pouvoir financer tout ce mécanisme-là. Si les coopératives sont suffisamment fortes, elles peuvent également, à travers cela, monter des services d'affaires pour leurs membres qui pourraient bénéficier, dont pourraient bénéficier également ces petits producteurs-là. Donc voilà, entre autres, quelques mécanismes qui peuvent être développés pour eux. Merci J'espère beaucoup. avoir répondu à la question. Peut-être Lono peut compléter. Noël peut compléter. Non, non, tu as bien répondu. Moi, je vais juste répondre à la deuxième question sur le cas du maïs et comment ils peuvent avoir des revenus, comment ça peut être durable, pas juste un projet de quelques mois et puis ou un an et puis s'arrêter. Il y a, en tout cas, de ce que nous, on a vu sur le terrain, parce que ce n'est pas tout ce qu'on fait qui marche, en tout cas, des choses qu'on a fait qui n'ont pas marché, on voit que la propriété, c'est-à-dire qui est l'entrepreneur dans cet endroit-là, ce coin qu'on appelle généralement milieu rural, c'est très vague, mais qui est l'entrepreneur en question, qui est propriétaire de l'outil de production et qui compte dessus pour faire des bénéfices. C'est cette personne-là qui doit exister. Parfois, elle n'existe pas, parce que parfois, on fait des projets et puis il n'y a personne qui cherche même des bénéfices. You know? So what I'm saying there in English is that to have this durable maize waste, value chains, one thing that we've seen on the field that often is missing and creates problems is that there's no commercial owner, because you're creating value, but there's no one who's interested in how much value, will capture part of it and was trying to make sure that it works so that they can get the value, and soon as you have that, then decisions, obviously there's many other things, but this is one important part that improves decision making, Secondly, of course, is the buyer. Who's buying the products? Who's ensuring that when I wrote these numbers there, 200,000 francs CFA, whatever, who's anchoring this value on the market there? So it can be a processor, it can be the farmers themselves because they believe in the agronomical properties and they already spend on fertilizer. But this kind of stuff shouldn't be theoretical discussions. They should really be confirmed on the field, and then the implementation, obviously, usually runs much better. So I'll stop here. Yeah. Thank you so much also for highlighting these very important challenges to look at from early on to make sure that the project is then really successful and sustainable. That's like ownership and of land. I see a lot of questions in the chat and a lot of hands. So I will still give two people the chance to ask their question. Please keep it short. And all the rest, Noel shared his contact. Minnie also said she's willing to share the documentation of the study. So please, if you're interested, communicate your email so that you can receive the documentation, and you will receive also the information on the recording of the talk and on how to access the presentation. So I have one hand from Nakiranda Jeska and Bakar Mansarai, and I will ask you to, one hand drop. So Mr. Bakar Mansarai or Miss Bakar Mansarai and Mrs. Nakiranda Jeska, if you could open your microphone and just ask your question shortly so that we can have the last answer for today. Ok, merci. Ici, c'est Abdou Fattah Agbere depuis le Togo. Voilà, je remercie d'abord les différents animateurs par rapport à la présentation. Vraiment, ça a été un webinaire très enrichissant, surtout
sur de nouvelles idées et thématiques de ces différentes transformations issues des déchets. Ma préoccupation, c'est savoir est-ce que ces différentes idées que nous venons de recevoir, si nous pouvons les bénéficier en termes de formation à travers ABF et l'outil Attenji qui nous a pleinement permis d'acquérir certaines formations en ligne. Si on peut aussi intégrer cette formation en ligne sur Attenji, là, ça pouvait aussi nous donner, n'est-ce pas, de lumière, de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour ces différents, en tant que startup, sur ces différentes idées, de pouvoir transformer ces déchets en des trucs de valeur commerciable. Voilà un peu ma préoccupation, ma suggestion ou bien ma doléance. Merci beaucoup. Oui, c'est une très bonne suggestion. On a vu avec, du coup, je prends la question pour ABF. On a vu aujourd'hui que c'était vraiment, comme on s'en doutait, un sujet qui est très intéressant pour de nombreux participants. On a vu le nombre de participations très élevé. Donc, effectivement, c'est quelque chose qu'on doit réfléchir à encore plus promouvoir, partager ces informations-là. Donc, merci pour cette contribution. Merci aussi à vous. Merci. And I will give then the last question and closing word to Bakar Mansarai. If you could open your microphone. Yes. Thank you very much. This one is for Noël. Noël, merci beaucoup pour votre explication. Mais je vais vous demander en anglais. It's in relation to biopesticides. Would you please expand a little bit in terms of how you go about it in your business, creating biopesticides? Yeah, that's a good question. It's a very tough question. So we have much more success with biofertilizers and biopesticides because to measure the success of a pesticide is quite hard compared to measuring the success of a fertilizer. You can see but to answer your question, the two things we do is try to include specific biomass that has, like pest control properties in the mixture of our compost. So neem is the common example that everyone knows now, the neem plant. So we use neem leaves or neem oil cake as part of the mixture when we make compost. That's one way we do it. Second, we have partnerships. So we work with companies that already are quite advanced in biosolutions so that we don't have to reinvent everything. And then we buy it from them and then inoculate the biochar on the field. And then lastly, there's a type of biocontrol, with microorganisms that obviously can be debated if it works, if it depends on the soil, etc., etc. But we do that too. And there, biochar has a lot of potential because of its physical properties that when you inoculate this kind of bacteria, you get a very strong response. But these are things you can try for yourself in the field. So to summarize, the choice of biomass in the mixture for the compost, buying products on the market and combining it in the field, or inoculating with bacteria, so going more with that type of protection. Hope it's useful. Thank you for this answer. I mean, sadly or luckily, we see that there is a lot of interest. We will try to document this talk very well, also for the English speakers, so that everyone can have access to the information that you shared today. But I think we will not be able to answer everything today, sadly, and we have to close the session as the translators and everyone has been, we have to come to an end. So I really thank you very much, everyone, each of you, to participate today. We have another expert talk coming on the 7th of July. And this one will be in English with a French translation. So I think for the English speaker was also interesting. And we wish you a great day, but most of all, we thank Noël, we thank Mimi, and also
Thierry that also had a little bit contribution in the end. We really thank you for sharing your insights. You will be able to access the diapo and the presentation on our website. We will compile everything. And thank you everyone for joining today. It is really appreciated. We hope it brings you something, and great job to our speakers. Thank you very much. And that would be it for today. So I will now stop the recording and wish you a great rest of the day. Thank Bye, you very everyone. much. Enjoy the week. Bye-bye.